Au menu ce soir, dossier santé numérique, Nouveau Info a obtenu un document indiquant quoi ne pas dire aux patients. Blâmée pour avoir utilisé les ressources de sa circonscription à des fins partisanes, la députée Sona Lakayan-Olivier va-t-elle démissionner? Et 3 Canadiens sont isolés. Ils étaient en fait sur le navire où il y a eu éclosion de hantavirus. Il est 22h, je m'appelle Michel Bérère et eux, ce sont les débatteurs. Autour de la table ce soir, on a François, Frédéric, Alain et c'est le retour d'Élisabeth ce soir. Bonsoir à vous 4. Salut! Bonsoir Élisabeth, contente de te retrouver. Ah, moi aussi, parler des adultes ce soir, Ouais. c'est un grand plaisir pour moi. Moi, je suis content qu'on l'ait retrouvé de ce côté-ci. C'est dur, chanceux. Ouais, c'est des ça. adultes, ça dépend. On verra à 22h30 si on a des adultes autour de la table. Mais bien content de te retrouver. D'ailleurs, tiens, on va avec les mots de l'actualité. Alain, siège. Siège, parce que le gouvernement dépose un projet de loi pour rajouter 2 sièges, 2 circonscriptions. Mais là, il y a du sort dans l'engrenage. Yari Chassin, merci, excusez-moi. Député indépendant, oui, c'est jeudi. Députés indépendants viennent d'annoncer qu'il était contre. Ça veut dire que ça prolonge le processus, alors que le gouvernement s'est entendu avec les autres partis pour accélérer le processus. Okay. Ça va être plus long. Donc, Élisabeth, hyper-trucage. Oui, ou deepfake pour Ouais. le mot en anglais, parce qu'on apprenait de la bouche de Radio-Canada aujourd'hui que Élections Alberta va mettre sur pied une équipe dédiée à la désinformation et à l'hyper-trucage à saveur politique. Et je trouve que c'est une excellente idée qu'on devrait mettre en place ici au Québec, parce que les élections de plus en plus sont polluées par la désinformation. Et c'est le rôle d'Élections Québec et Élections Canada. Peut-être qu'Élections Québec va justement s'en inspirer. On posera des questions là-dessus. Tiens, parlons du dossier santé numérique. Vous savez, il va être déployé dans 2 jours, alors qu'il y a de nombreux employés qui continuent de dire qu'ils ne sont pas prêts pour son lancement. Nouveau Info a appris que les professionnels de la santé ont reçu une liste de phrases à ne pas dire aux patients. Il est notamment interdit d'expliquer que le système est en panne ou même de critiquer la plateforme. Reportage, Étienne Fortin-Gauthier. Les fameux dossiers de santé numérique. Le gouvernement du Québec et Santé Québec n'en démordent pas. Ils vont bel et bien être lancés samedi. Ils affirment que les professionnels de la santé des CIUS du nord de Montréal et de Mauricie, centre du Québec, sont prêts. Le problème, c'est que les principaux intéressés sont pas tous du même avis. J'ai rappelé certains des professionnels de la santé à qui j'avais parlé il y a 3 semaines. Même si les formations se sont poursuivies, leur état d'esprit, lui, n'a pas changé. C'est une catastrophe annoncée. C'est un outil informatique qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas comment utiliser. Oui, on nous a fait des modèles de messages à laisser sur nos boîtes vocales aussi. OK, c'est quoi les types de messages? C'est des choses secrètes, là. Des choses à ne pas dire. Dire, ça va bien aller. Ah oui, il faut pas dire que ça va bien aller? Non, effectivement. Nouveau Info a mis la main sur ce fameux document avec les phrases à ne pas dire aux patients. Il est interdit de dire que le système est en panne ou de dire qu'il y a des problèmes techniques. Il ne faut pas non plus faire des commentaires qui mettent en cause le nouveau système. Ne vous inquiétez pas est aussi proscrit. Pas sûr que ça va fonctionner, mais Les termes, il paraît que les termes sont bizarres. c'est plus des termes que quelqu'un a trouvé que c'est intelligent de mettre ça, fait que là, il l'a mis là, puis nous, on comprend même pas c'est quoi. Je pense que vous allez être un peu débordé samedi. Très, très débordé. Santé Québec assure que tout est en place pour que ça se déroule rondement samedi et que des équipes spécialisées sont mobilisées pour venir en aide aux professionnels de la santé. On ne sait pas comment y arriver. Non, je ne sais pas comment on va faire. Puis c'est l'ensemble de mon équipe, là. Nos gestionnaires, ils sont dans leur bulle, hein. Le sujet des dossiers de santé numérique s'est encore aujourd'hui invité à l'Assemblée nationale. Ce matin, ce qu'on apprend, c'est qu'en Mauricie et au centre du Québec, il va y avoir 20 moins de traitements de chimiothérapie. Il y a des inquiétudes au sein de la population en lien avec ce virage qu'on est en train d'opérer et je peux comprendre que les gens soient inquiets. Maintenant, je veux les rassurer. L'accès au traitement pour les personnes touchées par le cancer, ça on le sait, c'est non négociable et ça ne sera pas affecté. Déjà, certaines régions ou hôpitaux disent qu'ils ne vont pas adopter les dossiers de santé numérique. C'est pourtant l'argument de Santé Québec que les dossiers d'un patient seraient facilement transférables d'un hôpital à l'autre ou d'un médecin à l'autre. Samedi, c'est le lancement de cette nouvelle plateforme, mais on sent que c'est un dossier qui est loin d'être terminé. À Montréal, Étienne Fortin-Gauthier pour Nouveau Info. Alain, je commence avec toi. Est-ce que tu trouves que le CIUS, qu'on va bientôt appeler Santé Québec, là, s'y prend de la bonne façon?
Honnêtement, c'est assez ordinaire là, de voir une mesure comme ça envoyée au personnel. Ils savent que l'ensemble du personnel est insatisfait, sont inquiets, sont anxieux, puis d'imaginer que personne allait donner l'information à un média comme c'est là. En tout cas, ils ne sont pas bien conseillés, d'après moi, au niveau des communications. François, c'est normal pour un employeur de donner ce genre de directive à un employé? Ça nous a coûté 402 millions à avoir ce système-là. Ouais. Il faut, à un moment donné, plonger puis le mettre en place. On a tous des gens qui disent que ça ne va pas marcher parce qu'ils veulent s'assurer. Il y a pas de monde qui veulent s'assurer que ça ne marchera pas parce qu'ils veulent avoir raison. Je suis d'accord avec les mots utilisés pour dire, regarde, on va focusser, mettre l'emphase sur le positif. Il va y avoir des bugs. Et c'est sûr qu'il va en avoir. S'il n'y en a pas, c'est parce que probablement ça nous a coûté 300 millions de trop pour le mettre en place. Mais tu es à l'aise avec le fait qu'on donne des phrases à ne pas dire aux patients? À un moment donné, il faut être positif puis arrêter d'être négatif. Puis je pense s'y à mettre, c'est parce qu'il y a tellement de négativité dans ça que moi, je suis d'accord avec ça. OK. Ça va trop loin, ces listes de mots, Je pense que oui, honnêtement, parce qu'il y a une obligation de loyauté des employés, logiquement. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la liberté d'expression. Puis de dire le système est en panne, si le système est en panne. Tu sais, je veux dire, je pense pas que c'est bien grave, là. Ah, monsieur, c'est parce que le système est en panne. Hey, on va te mettre dehors. C'est n'importe quoi, cette affaire-là. Tu comprends les inquiétudes des employés du réseau de la santé avec ce dossier santé numérique? Bien, c'est sûr, parce qu'on en parle depuis tellement longtemps. Puis, écoute, pour mettre en place une mesure comme celle-là, il faut vraiment que tu t'attendes à ce que ce soit épouvantable comme lancement. Écoute, tu as pris la peine d'écrire ces phrases-là, de les envoyer à tout le monde, c'est parce que tu sais que ça va être un lancement catastrophique. Là. Fait qu'en sachant à l'avance, c'est sûr que moi, si je suis une employée puis je reçois cette directive-là, je me dis aïe, 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 gardez bien ça. Il faut falloir nous autres se démerder avec ça. Là. Mais en même temps, on a encore le spectre de ça clique derrière, fait qu'on veut éviter ça. Est-ce que c'est pas une façon, justement, d'adoucir tout ça? Bien, peut-être, mais ça démontre aussi qu'on n'est pas très bon pour lancer des affaires, je pense. En tout cas, on est encore à quelques jours, on verra. Dès lundi, je pense qu'on va déjà commencer à avoir des répercussions de ça, des commentaires. Ce n'était que des soupçons jusqu'à aujourd'hui, mais voilà, la députée Sona Lakoyan-Olivier est sévèrement blâmée par la commissaire à l'éthique. Dans un rapport accablant, on apprend qu'elle a utilisé des fonds publics à des fins partisanes, mais aussi qu'elle a fait entrave à l'enquête. La commissaire recommande donc une pénalité de 8 000 $. Résumé, Laurence Royer. Ce rapport a fait réagir de part et d'autre aujourd'hui à l'Assemblée nationale. On a parlé d'un rapport choquant, d'un rapport inquiétant. Essentiellement, on reproche deux choses à la députée de Chemeday. Dans un premier temps, c'est d'avoir utilisé son bureau de circonscription pour la course à la chefferie de Pablo Rodriguez. Il y a d'ailleurs des employés de ce bureau de circonscription qui ont été payés par l'Assemblée nationale pour participer à des activités partisanes à la demande de Mme Lakoyan. Ensuite, on lui reproche, et là je cite le rapport de la commissaire à l'éthique, d'avoir discuté de l'enquête à plusieurs reprises avec les membres de son personnel afin de les convaincre de sa version des faits et de dicter leurs éventuelles réponses aux questions du commissaire. Elle a aussi soustrait des éléments de preuve, ce qui a eu pour effet d'entraver le travail de la commissaire. Alors pour ces deux infractions, la commissaire recommande à l'Assemblée nationale de lui imposer une amende de 8 000 $. Ce sera maintenant à l'Assemblée nationale de trancher sur la question. Je vous invite maintenant à écouter des réactions que ça a suscité aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Bien, avec tout ce qu'on lui reproche, ben oui, elle doit démissionner. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Elle n'est pas digne de la fonction de députée en ne respectant pas à ce point les règles de l'éthique qui nous gouvernent ici à l'Assemblée nationale. C'est très grave. C'est la première fois depuis 2010 qu'on sanctionne une députée qui pourrait payer une amende. Le ménage n'a pas été fait au Parti libéral, que c'est un parti où il n'y a pas encore de réflexe éthique. Ce qui s'est passé, c'est pas en 2010, là. C'est l'année dernière. Moi, je ne me vois pas en autorité de décider si cette personne-là peut continuer à siéger ou pas. Là. Il y a le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, qui n'a pas tardé à réagir. Il assure que Mme Lakoyan restera exclue du caucus libéral et que les gestes posés sont incompatibles avec leurs valeurs et standards, que c'est tolérance zéro. Elle ne sera donc pas candidate pour le parti lors de la prochaine élection générale. Et il y a également le leader parlementaire du PLQ qui a réagi. Pour ma part, je ne vais pas commenter plus avant. Le rapport parle de lui-même et la décision du chef est la bonne. Je la supporte à 100%. On a également sollicité une réaction de l'ex-chef du Parti libéral, Pablo Rodriguez. Celui-ci préfère ne pas commenter à ce stade-ci. À Québec, Laurence Royer pour Nouveau Info. François, est-ce que la sanction est assez sévère selon toi? Le 8 000 $ devrait être la conséquence, la deuxième conséquence. Elle devrait pas démissionner. Elle devrait être obligée, elle devrait
perdre son poste parce que c'est pas digne. Je veux dire, ça n'a aucun bon sens en 2026. Puis elle va peut-être démissionner ou non. Non, t'es mis dehors. Puis en plus de ça, tu as mis dehors, selon toi. OK. Est-ce que tu penses, Alain, que Mme Lacoyane-Olivier va démissionner? Elle ne démissionnera pas. De toute façon, elle n'a pas l'obligation de démissionner parce que dans la loi, dans les règles qu'utilise la commissaire à l'éthique, elle n'a pas ce pouvoir-là. Il n'y a aucun député. C'est elle à décider. Mais la raison pourquoi elle ne démissionnera pas, c'est simple. Il reste 5 semaines à siéger. Après ça, ils tombent tous en congé pour l'été. Élection, elle ne se représentera pas parce que le Parti libéral a tranché. Si elle quittait aujourd'hui, elle renoncerait à sa prime de séparation de plus de 140 000 $. Croyez-moi, elle va s'effacer, elle va rester dans sa circonscription tranquille, puis elle va laisser passer les choses. Oui, puis ça nous éviterait... De toute façon, on n'aurait pas de Il n'y aurait pas d'élection partielle, de toute façon. Les élections arrivent très bientôt. Est-ce qu'il pourrait y avoir une plainte déposée au criminel, selon toi? Bon, déjà, la violation au code d'éthique, c'est grave, là, on s'entend là-dessus. Mais ce qui est encore plus grave, pour pas dire que ce qui est inacceptable, c'est l'entrave. Faire disparaître la preuve, là, c'est sérieux. Là. Ça, c'est de l'entrave à la justice, là, au final. Donc oui, en vertu du code criminel, il y a certainement un enjeu pour elle. Moi honnêtement, c'est à sentir, juste avec ça, là, avec le petit 8 000 $ comme ça, comme dit Alain, zip it, dis rien, va te rendre sur une roche, là. Il reste l'IPAC. L'IPAC puis le code criminel. On fait le calcul. Il va quand même rester 132 000. C'est ça. Est-ce que tu crois que cette histoire-là va nuire au Parti libéral ou pas? Bien, non, parce que la crise éthique qu'ils ont traversée avec Pablo Rodriguez et toute cette histoire-là, ça n'a pas affecté les intentions de vote depuis que Charles Milliard est arrivé. C'est assez surprenant, là. Je veux dire, il a dépassé Paul Saint-Pierre Plamondon dans certains sondages, alors qu'il y a quelques mois, tout le monde disait que c'est le PQ qui allait former le prochain gouvernement. Alors non, ça ne les affecte pas. Je pense que Charles Milliard a cette force-là de séduire les Québécois plus que ce qu'on pense. Notre sondage express s'apporte là-dessus. D'ailleurs, selon vous, est-ce que Mme Lacoyane-Olivier devrait démissionner? Allez répondre à la question. On aura les résultats au retour de la pause. L'héritière d'une grande fortune technologique souhaite que les ultra-riches payent plus d'impôts. On aura l'opinion de François et de nos autres débatteurs là-dessus un peu plus tard à l'émission. Alors, infraction éthique, la députée Sona Lacoyane-Olivier devrait-elle démissionner? Vous avez répondu oui à 100 % et ce n'est pas une erreur. On me le confirme à l'oreille. Mais je t'assure. Je pense que c'est la première fois qu'on voit ça. Pour moi, c'est elle décidera, elle prendra sa décision. Ça, c'est l'opinion de nos téléspectateurs ce soir. Bon, vous voyez des images. Il y en a qui le fument, d'autres qui préfèrent en mettre dans leur assiette. Depuis sa légalisation au pays, le cannabis est disponible sous toutes sortes de formes. Vous savez, notamment des aliments comme des bouchées, des boissons. Mais si on veut un repas plus complet, il faut se mettre au fourneau, oui, à la maison, parce que il y en a qui voudraient en fait qu'on aille plus loin que ça. Et notre question ce soir, est-ce qu'on devrait permettre à des restaurants et cafés d'inclure du cannabis comestible dans leur menu? C'est la question de notre grand débat de la demi-heure. Je vous garantis que ça ne fait pas l'unanimité autour de la table. Allez voter, commenter, puis manquez surtout pas ça à 22h30. On va parler d'un autre sujet pas mal sérieux, de cette éclosion de hantavirus sur un bateau de croisière. On a appris aujourd'hui qu'il y a 3 Canadiens, dont un Québécois, qui auraient été exposés. Ils sont entrés au pays, ils sont en isolement présentement, mais n'ont pas de symptômes jusqu'à maintenant. On va faire le point avec l'urgentologue Alain Vadeboncoeur qu'on retrouve. Salut Alain. Oui, salut Michel. Toute cette histoire, ça rappelle un très, très, très mauvais souvenir, la COVID-19. Est-ce qu'on doit d'abord s'inquiéter? Oui, c'est un souvenir. On a été marqué, donc, évidemment, quand des trucs comme ça arrivent sur des bateaux, en particulier, ça nous rappelle ça. Mais la réponse est non. D'abord, c'est pas un nouveau virus. C'est un virus... Il y a de temps en temps des infections au Canada. Il y en a pas mal en Amérique du Sud, mais on parle, tu sais, en Argentine, supposons, c'est un des pays touchés, 80 par année. Tu sais, c'est jamais un virus qui a explosé. Pourquoi? Parce que, essentiellement, la plupart des formes ne sont pas contagieuses, sauf celui qui est en cause, là, le virus des Andes, mais la contagion est quand même pas si élevée que ça. OK. Explique-nous, là, ça vient d'où juste? Il est question, là, ça se propage comment? Il est question d'excréments de rats? Oui, si vous côtoyez des rats ou des souris, en fait, tous les rongeurs, donc leur déjection, effectivement, peut être porteuse du virus. Donc, c'est souvent les poussières à ce moment-là qui se promènent dans l'atmosphère et que vous respirez. Donc, il y a la forme respiratoire et qui peut donner cette infection-là. Probablement qu'il y a plus de risques de l'attraper si dans notre chalet, supposons, on était infesté de souris puis on passe un grand coup de balai en arrivant avec la situation actuelle. OK, parce que si on ferait lever le virus, on pourrait le respirer. C'est quoi les symptômes?
Ben écoute, ça commence comme une grippe banale, entre guillemets, là, tu sais, de la fièvre, bon, des douleurs musculaires, etc. Mais rapidement, la forme respiratoire va donner des symptômes respiratoires sévères. Donc, pas juste de la toux, là, mais de l'essoufflement, parce que les poumons peuvent être extrêmement affectés. Comme d'ailleurs beaucoup d'organes, et il y a de l'enflure qui se met dans les poumons du liquide, et ça peut mener assez rapidement, malheureusement. C'est un virus qui a un effet sévère quand il affecte quelqu'un, là, jusqu'à une insuffisance respiratoire, au point que la personne peut plus s'oxygéner. Il faut parfois la mettre sous ventilation mécanique, par exemple. Ça peut aller jusque-là. Le taux de mortalité, quand même, de ce qu'on sait, c'est de l'ordre de 20 à 30 %. C'est pas rien. Heureusement, l'infection demeure très rare. OK. Donc, peut être mortel, mais peut-être moins contagieux que ce qu'on a connu avec la COVID-19. Est-ce qu'il y a un vaccin qui existe, rapidement? Non, il n'y a ni vaccin, en fait, ni traitement spécifique. Donc, il faut traiter les symptômes, les complications. Il y a des complications pulmonaires, mais il y a aussi le sang. Le sang, on peut avoir des saignements, par exemple. Donc, tous les organes peuvent être affectés éventuellement. Il faut les appuyer, si on veut, en attendant la guérison. Mais il n'y a ni traitement spécifique, ni vaccin efficace. Donc, c'est surtout de la prévention qu'on doit faire. Merci beaucoup pour ces informations et de calmer un peu notre anxiété pandémique. Oui. Elle n'est pas loin, ça remonte vite. Salut, merci, docteur. Bye-bye. Salut, Alain. Bon, passons d'un Alain à l'autre. Alain, est-ce que ça te rassure? Ou ça t'inquiète de voir que cette éclosion-là, la façon qu'elle est gérée en ce moment? Bien, quand j'entends Alain Vadeboncoeur, ça me sécurise. Oui. Puis quand je regarde ce qui se fait en ce moment, tous les responsables de santé qui suivent les cas qui sont revenus au pays, les gens se parlent. Ça, pour moi, c'est très sécurisant. Fait qu'on fait les suivis. J'ai le sentiment qu'on apprend de fois en fois. Donc, je pense qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter en ce moment. Ça donne envie de partir en croisière ou pas, ça, François? Bien, ce qui est inquiétant, c'est que ça s'attrape soit par la respiration des excréments de rats. Donc, le bateau, il est-tu infesté? C'est la première chose que je me dis. Puis, je veux dire, avec la COVID, que ça avait été aussi sur un bateau de croisière, que ça était sorti. Il y en avait eu. Tu regardes ça, tu te dis, ouais, bien, je suis dû pour une croisière, puis en même temps, bien, tu sais, ça te fait réfléchir un peu. Oui, OK. Alain, pas Alain, mais les deux autres, ça rappelle, bien sûr, je le disais tout à l'heure, cette espèce d'anxiété pandémique. On l'a pas loin, hein? Dès qu'on entend ce genre de choses-là, on y pense tout de suite. Oui, c'est vrai, sauf que quand tu lis les détails du virus, on parle pas du tout de la même affaire. La contagion d'humain à humain qui est extrêmement rare. Et moi, je persiste à croire qu'avec ce qu'on a traversé avec la COVID, on va gérer ça bien différemment si ça se reproduit. Oui, tu es d'accord? Moi, je suis pour une croisière. Non, pas en tout. C'est pas une croisière. Il n'a même pas pensé. Ça fait 10 ans, moi, je suis dû. T'es pas un fan de croisière, visiblement. Vous avez des commentaires à partager avec nous, des idées de débat? Voici mon adresse. On entend souvent des gens se plaindre qu'ils paient trop de taxes ou d'impôts. En fait, tout le monde trouve qu'on paye trop, là. Mais il y en a qui souhaitent en payer davantage. C'est le cas de certains ultra-riches, dont la Québécoise Claire Trottier. Ce serait pour elle une manière de s'engager pour réduire les inégalités. Reportage Béatrice Roy-Brunet. Les gens vont se dire, c'est des gens qui ont plusieurs millions de dollars, qui n'ont pas besoin de travailler pour pouvoir vivre. Et je vois le contexte dans lequel on vit en ce moment avec les inégalités de richesse qui sont vraiment énormes et puis qui prennent de l'ampleur à un rythme vraiment, vraiment rapide. Il faut trouver d'autres façons d'organiser notre système pour assurer que les gens peuvent vivre dignement. Et puis, en ce moment, les personnes ultra-riches ne payent pas autant de taxes en proportion à leurs moyens que les gens de la classe moyenne. Donc, dans ce contexte-là où les richesses s'accumulent entre les mains d'un petit nombre de personnes, on a une crise du logement, les coûts de l'épicerie sont en train de monter, on a un paquet de problèmes. Il faut aller adresser ces problématiques-là. Donc, ça commence en taxant les richesses. C'est vraiment une taxe sur la richesse. C'est vraiment la richesse qui accumule encore plus de richesses. Donc, une taxe comme celle proposée par Gabriel Zucman en France, donc une taxe de 2 % sur la richesse au-dessus de 100 millions de dollars. Il y en a qui répondent à ça, que ça va faire l'effet que les riches vont juste quitter le Québec. Vous répondez quoi à ça? Premièrement, une taxe de 2 % au-dessus de 100 millions de dollars n'aura aucun impact sur la vie de ces gens-là. Ils vont quand même continuer à s'enrichir. Entendre dire qu'une personne qui, en ce moment, paie moins comme vis-à-vis ses moyens qu'une personne de la classe moyenne se sentirait tellement mal pris, se serait tellement visé par une taxe de cette hauteur-là qu'il serait prêt à quitter
quitter leur maison, leur communauté, leur famille, leurs entreprises, vendre leurs effectifs, payer une taxe de sortie pour aller s'installer ailleurs. Je trouve ça un peu insultant. Certains partis politiques, dont Québec solidaire, proposent une taxe sur le capital à partir de 25 millions de dollars. Reste à voir quelle place la question va prendre dans la prochaine campagne électorale. François, qu'est-ce que tu penses de cette idée? Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est le plus riche autour de la table. Mais on ne sait pas si c'est un ultra-riche. J'ai déjà débattu souvent avec Mme Trottier. Puis, je veux dire, ça trouve qu'elle en a trop. Qu'elle en donne au gouvernement, c'est possible. Hein? Moi, je trouve que le gouvernement, il en a trop d'argent parce qu'il ne sait pas comment la gérer. Mais c'est faux, ce qu'elle dit. Puis, il faut arrêter de penser que la crise du logement, c'est la faute des ultra-riches. Elle mélange tout le temps parce qu'elle s'en va dans le sensationnalisme. Mais il reste que partout ce qu'on a fait ça. En Californie, on vient d'en mettre une taxe. Oui. Les riches sont partis. En France, ils sont tous partis à Londres. Londres en a mis une. Ils sont partis en France parce qu'ils l'ont enlevé. Les gens vont se déplacer. C'est pas ça le problème. Donc, clairement, tu n'es pas d'accord avec cette idée-là? Bien, c'est parce que ça apporte absolument rien puis il n'y a pas d'avantage à faire ça. Bon, Elisabeth, tu trouves la proposition raisonnable, toi? Oui, c'est sûr qu'il n'y a personne qui vaut plus que 100 millions qui va me faire brailler si on leur enlève 2 parce que il faut comprendre que quand tu as une fortune de plus de 100 millions, tu t'enrichis de plusieurs millions uniquement sur les intérêts de ta fortune à chaque année. C'est plus que, on dit tout le temps 4 à 5 par année les placements, mais dans les faits, depuis plusieurs années, c'est pas mal plus que ça. Oui. Quand même qu'on enlevait 2 je suis pas sûr que ça va être un ancien prof de mathématiques qui fait le calcul. Puis... 100 millions à 5 placement très, très sécure, hein, François? Ça donne 5 millions juste de revenus supplémentaires par année. Puis on calcule pas. Deux, là. Ben, on donne 2 de ça, c'est 100 000 Honnêtement, je trouve pas ça. C'est 2 oui, c'est vrai. C'est pas 2 de la fortune. C'est ça, de ces gains que tu vas faire au-dessus de ça. Là. Honnêtement, là, je trouve qu'on fait une grosse histoire, puis ça peut aider quelques projets là, pour aider. Frédéric? François est dans mon équipe ce soir. Fait que je non, mais mettre à dos, mais disons qu'il n'était pas dans mon équipe. Mais tu vois, le problème du déplacement, ça, c'est un enjeu. Moi, je suis en faveur d'un gouvernement mondial. Je sais que tu trouves ça débile comme idée, mais d'avoir notamment une taxe universelle qui permettrait justement aux États d'arrêter d'être pris en otage. Puis tu voudrais même qu'on diminue, qu'on baisse c'est quoi un ultra-riche? Combien d'argent? Ça pourrait 10 millions, c'est en masse. Pas 100 millions, 10 millions. Oui. OK. On serait, ultra-riche en haut de 10 millions? C'est sûr? Bon. À 10 millions, t'es correct. Hey, on va faire un débat. Mais François, il est chaud. On va trouver un allié à François. OK. Hey, on s'en va sur le débat. On va parler de cannabis comestible. Ça commence dans 30 secondes.